Donc déjà, je voulais vous remercier toutes et tous d'être présents avec nous ce soir pour cette conférence. On voulait vous donner avec Anne-Charlotte peut-être un tout petit peu de contexte sur cette association qu'on appelle aux actes citoyens et qu'on a créée pendant le premier confinement, Anne-Charlotte et moi, en partant d'une volonté commune de réunir celles et ceux qui, comme nous, enchantée Dolores, enchantée Lucie, enchantée toutes celles et ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, on partage des convictions communes sur le fait que le modèle de société actuel nous semble à bout de souffle et devenu incompatible avec l'évolution de nos trajectoires de vie et de celle du vivant. Et donc, notre idée, c'était déjà de nous réunir dans une association autour de ces envies et de ces intérêts communs. Parce que ce qu'on constate, à titre personnel ou professionnel, pour travailler dans ce secteur-là, c'est qu'il y a l'envie, il y a les prises de conscience, mais parfois on ne sait pas toujours quoi faire ni comment faire. Donc l'idée, c'est d'avoir une association à un endroit pour nous aider à passer à l'action. Voilà, on s'est donné 3 objectifs avec aux actes citoyens: réunir des énergies et des envies communes, nous nourrir et nous faire grandir sur les sujets, parce que bien souvent on n'est pas tellement sachant, et donc on a un peu commencé à circonscrire les sujets sur lesquels on allait démarrer, parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Et ce que la plupart nous ont dit aussi dès le départ, c'est une envie non pas seulement d'échanger ou d'apprendre, mais de passer concrètement à l'action. Donc on a aussi cette mission de plancher concrètement sur des projets. Il y en a 3 qui sont sur notre to-do list et c'est la raison pour laquelle on va se parler ce soir de notre rapport au sol. Donc, ces 3 projets, c'est d'une part l'idée de comment on amène tous ces sujets de transition sociale et écologique à l'école, et avec pour objet de développer une mallette pédagogique ou des contenus adaptés à tous les âges pour que les enfants, le plus tôt possible, puissent être sensibilisés au sujet et s'en saisir. Deuxième grand sujet, la lutte contre l'artificialisation des sols. Et 3e sujet, un peu plus en mode think tank, une réflexion sur la refonte du capitalisme et le nouveau modèle économique et de société qui peuvent advenir après, ou l'évolution possible. Donc si ça vous dit, n'hésitez surtout pas à nous faire part de votre intérêt pour travailler sur tel ou tel projet. Alors pourquoi la conférence de ce soir ? Donc la conférence aujourd'hui, elle s'inscrit typiquement dans le projet numéro 2 de lutte contre l'artificialisation des sols. Et donc, on a souhaité faire intervenir une passionnée et passionnante anthropologue, Saskia Walentowicz, que j'ai eu la chance de rencontrer cette année avant le Covid, du temps où on pouvait encore se voir. Quelques mots sur Saskia. Saskia est donc anthropologue et elle a eu une grande carrière universitaire. Et depuis quelques années maintenant, elle est devenue chercheuse indépendante et elle a fondé Foresto Gardens, qui est un laboratoire de récits et de recettes pour recomposer nos mondes dans l'assiette. Je vous invite à vous inscrire pour ces prochains ateliers, qu'ils soient distanciels ou présentiels, parce que c'est vraiment extraordinaire au sens littéral du terme. Saskia explore les liens entre le vivant et la façon dont nous, les hommes, nous nous organisons. Elle cherche à comprendre comment les processus vitaux s'imbriquent dans nos processus sociaux, économiques, politiques, culturels et religieux. Et c'est de tout ça que nous allons parler ce soir. Enfin, vous dire qu'elle est également cofondatrice d'une ONG, Nourriterre, qui est active au Niger depuis 1998 et cette ONG travaille à la régénération des terres sylvopastorales et à la souveraineté alimentaire du Niger. Elle enseigne, puisque je ne sais pas comment elle fait, mais enfin, visiblement, elle est complètement pluricasquette. Elle enseigne également, quand elle a le temps, et elle s'y investit beaucoup, dans un collège dit alternatif à Paris, ou de 3e type, ça s'appelle l'autre collège, et ça permet aussi de repenser l'éducation et comment nos enfants s'approprient le savoir. Saskia va donc nous partager ce qu'elle a à nous raconter sur le sol pendant à peu près 45 minutes. On aura du coup derrière un temps d'échange qu'on a souhaité relativement long. Si vous avez des questions d'ici là, vous n'hésitez pas à les poser d'ores et déjà dans le chat et on les reprendra après pour y répondre les unes après les autres.
Et enfin, on a aussi la chance d'être accompagné par Barbara. Barbara Gauvin est illustratrice. Et ce soir, elle nous fait le plaisir d'écouter et de saisir tout ce qu'on va échanger autour de ce thème humain-humus pour nous en faire après une restitution sous le format d'une fresque digitale. Ça servira évidemment pour communiquer sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout pour garder une trace de ce moment que j'attends personnellement depuis très longtemps. Et donc sans plus tarder, Saskia, c'est à toi. Merci beaucoup Mathilde, merci infiniment pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'intervenir ce soir. J'ai eu beaucoup plaisir de préparer cette conférence qui est ma première sur Zoom. Je n'ai jamais fait ça en distanciel. Donc, quand tu m'as présenté ton association la dernière fois quand on s'est eu au téléphone, au moment où le monde se reconfinait ici en France, tu m'avais parlé notamment du deuxième sujet de lutte contre l'artificialisation des sols. Et quand j'ai entendu artificialisation du sol, qui rime évidemment avec destruction du sol, avec perte de terres arables, terres fertiles, etc., j'ai eu tout de suite l'idée de vous parler plutôt d'anthroposols, c'est-à-dire des sols qui ont été artificialisés pendant plusieurs siècles, sinon des millénaires, pour les rendre justement au contraire très fertiles. Donc voilà, je vais parler plutôt du versant positif de l'artificialisation des sols, en vous parlant de deux anthroposols, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont été façonnés par des hommes, mais aussi des femmes évidemment, sur des sols très pauvres. Et je vais commencer mon exposé en vous parlant de l'extraordinaire fertilité du sol très pauvre sur lequel je suis née en Allemagne du Nord. Donc, moi, je suis originaire d'une région en Allemagne du Nord qu'on appelle la Frise. La Frise que vous voyez un petit peu à droite, c'est Friesland en allemand ici. Donc, je suis née dans ce coin-là, près d'une petite baie, près de la mer du Nord, dans une petite ville qui s'appelle Tsetel, et ma maison natale chez mes grands-parents est là où il y a l'étoile. Donc, j'ai grandi dans 4 km² de terre que vous voyez là à peu près. J'espère que vous voyez ma petite flèche de souris en partageant l'écran. Dans la maison de mes grands-parents, avec mes parents et mes deux frères plus âgés que moi. C'est une ville qui a été habitée depuis le néolithique, donc vraiment très anciennement, pendant plusieurs milliers d'années, et qui se situe typiquement en marge d'une région qu'on appelle le Geestland. Geestland, c'est un terme allemand, mais que vous pouvez très bien comprendre en français aussi, parce que Geest existe aussi dans l'ancien français. Ça veut dire Gast, qu'on retrouve dans des toponymies comme Gâtinais, c'est-à-dire terre gâtée ou terre inculte. Donc, ce sont des villages très anciens, donc nés depuis le néolithique, qui se sont mis aux marges de ces terres-là, qui ont été cultivées depuis le néolithique en rotation, avec des céréales, du froment, des légumineuses et du lin, avec une mise en jachère. Donc, typiquement, une agriculture très ancienne qu'on trouvait en Europe depuis l'avènement du néolithique chez nous. Ce qui est de particulier dans ces sols-là, c'est qu'ils sont très secs, par temps très pluvieux. En Allemagne du Nord, il pleut tout le temps, vraiment tout le temps, tout le temps. Je crois que nous, comme les Inuits, on a 1000 mots pour dire pluie. Et les gens ont justement choisi ces endroits pour habiter parce que, comme ce sont des sols très sableux qui ont été déposés depuis la dernière glaciation, on a les pieds très souvent secs parce que justement l'eau passe tout de suite dans ce sol et n'est pas retenue du tout par ce sol. Donc j'ai grandi là-bas, dans ce petit paradis, sur mes collines de Pagnol, 4 km² de terre sans voiture, tout le temps dehors après l'école, que ce soit par le soleil, l'été, la neige, la pluie, le vent, et aussi dans la forêt qui était pas loin, qui est une forêt où on s'est caché à l'automne dans le creux de chênes qui ont 800 ans et qui existe toujours dans ce bois qu'on appelle le bois de Neuenburg. Donc, voilà un petit peu mon paysage natal avec ce sol, et je vais vous parler exactement de ce sol-là, et en particulier d'un petit champ qui est devenu maintenant une piscine de plein air avec ce petit lac artificiel qui appartenait à mon grand-père, ou plutôt que mon grand-père louait à une famille voisine pour y cultiver du seigle et surtout des pommes de terre.
En 1956, un jour d'automne, mon grand-père, qui s'appelait Richard Fréris, il a fait une découverte inhabituelle. Il creusait à ce moment-là un trou très profond parce qu'il voulait enterrer une mauvaise herbe qu'on appelle en allemand et en frison herbe au français. Pourquoi? Parce que c'est une plante extrêmement envahissante des champs labourés et les Frisons pensent que c'est une mauvaise herbe qui était venue avec les Français pendant les guerres napoléoniennes. Donc, l'herbe au français a la particularité vraiment d'être très envahissant, notamment des champs de pommes de terre. Et c'est la raison pour laquelle mon grand-père a creusé vraiment un trou de plus d'un mètre pour y mettre ces herbes qui avaient séché à l'automne, après la récolte des pommes de terre, et les brûler. Et ce jour-là, il tombe sur une espèce d'amas de tessons de poterie qu'il ramène à la maison et qu'il recolle avec son fils pour reconstituer en fait une urne funéraire. Et donc, en cultivant ce petit champ de patates, en enterrant les herbes aux Français, qui est en réalité une adventice de la pomme de terre qui est venue avec les pommes de terre du Pérou, hein, donc d'Amérique latine, qui a d'ailleurs un délicieux goût d'artichaut et que vous pouvez consommer tout à fait en la trouvant ici en France. Il a fait une découverte archéologique majeure dans la région, c'est-à-dire il a trouvé un cimetière frison datant du 7e, 9e siècle, donc du haut Moyen Âge, avec plus de 700 tombes, que vous voyez un petit peu en plan ici, avec une très très grande multitude d'artefacts, des boucles de ceintures, des clés, des épées, des bijoux. Vous voyez par exemple ici une chaîne de perles que ma mère a eu l'honneur à l'époque de porter, étant très très fière. Et entre autres aussi, on a trouvé une petite pièce de monnaie qui a permis de dater ce cimetière du 8e siècle, une pièce de monnaie datant donc de l'époque de Charlemagne. Et je vous raconte tout ça parce que justement en faisant cette découverte, on avait organisé par la suite des fouilles archéologiques très très importantes qui ont duré plusieurs années, auxquelles ont participé également les écoliers à l'époque. Hein. Il y avait un professeur qui était très très intéressé par l'histoire régionale et avec l'aide d'un archéologue spécialiste, ils ont donc organisé ces fouilles. Mais en dehors du trésor archéologique que mon grand-père avait trouvé, il y a aussi un autre trésor donc, que vous voyez là sur cette diapo. Vous voyez un sol très très noir. Les fouilles ont été aidées par une tractopelle, hein, que vous voyez là. Vous voyez vraiment ces énormes amas de terre très 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 profonds, foncés. Vous voyez la terre ici en profil, hein, vous le voyez aussi un petit peu sur cette diapo-là, où on voit les ombres des anciennes tombes, avec cette couche vraiment très profonde et très noir. Eh bien, c'est de ce sol-là que je vais vous parler. Il s'appelle en frison le Plagenesch. Ça veut dire rien d'autre que le champ de plaques. Esch veut dire champ. Plagen veut dire plaque. Donc là, vous voyez encore un peu la similitude dans le langage. Il est vraiment en contraste avec le sol sur lequel il est bâti, que vous voyez ici en jaune. Ça, c'est vraiment le geest originel déposé au moment de la glaciation. Ce sont vraiment des cailloux et du sable. Et cette couche-là au-dessus qui a souvent 1 mètre. Je pense que sur le champ de mon grand-père, il était un petit peu moins profond. Mais sachant que c'est un sol qui pousse, donc, qui est d'origine anthropogénique et dont je vais raconter par la suite la fabrication, il pousse d'1 millimètre par an. Donc, vous pouvez voir qu'un mètre, 1 millimètre par an, c'est vraiment des sols qui ont été bâtis sur 1000 ans et plus. Ça s'appelle Plagenesch, donc champ à plaques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont constitués de plaques de landes. Hein, dans une région à sol sablonneux, vous avez évidemment beaucoup de landes, des sols acides avec des landes, des bruyères. La bruyère a été déshabillée, donc avec des pelles, et parfois aussi un sol forestier ou voire des champs, des prés plutôt, donc des plaques de gazon, d'herbe qui ont été posées donc chaque année sur ce sol-là, au point où ce sol-là devenait très vite visible dans le paysage, est encore visible dans le paysage aujourd'hui. Vous voyez ici l'énorme différence de niveau. Hein, voilà.
Donc, le Plagen Eish, un sol anthropogénique. Je crois que les Français l'appellent le sol plagique. 1 mètre et plus. Je crois que les plus profonds atteignent à peu près 1,50 m, bâtis sur des siècles, voire plus de 1000 ans, et qui sont extrêmement fertiles. Comment est-ce que ces sols ont été faits? Ces sols ont été faits donc vraiment à la main, avec des outils un peu spécifiques que vous voyez ici. Un travail extrêmement pénible. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire que de déshabiller une lande pour ensuite le déposer sur un sol, sachant qu'en plus, on ne le déposait pas directement sur ce sol-là, mais on le mettait d'abord dans les étables pour servir de litière pour le bétail. Donc, c'est vraiment un sol qui a été fabriqué chaque année, hein, donc pendant plusieurs mois. C'était un travail évidemment très pénible au point où le mot Plagen a laissé un nom en allemand, y compris dans les régions où ce sol n'existe pas, par exemple dans le sud de l'Allemagne, où on dit en allemand un travail pénible, c'est une Plackerei. Donc vraiment, ça a laissé une trace très profonde, non seulement dans le sol, mais aussi dans la langue de l'Allemagne tout entière. Hein. Plackerei, donc travail pénible, quand nous on dirait galère par exemple, pour comparer. C'est un sol qui est très humifère, donc on le voit avec cette couleur très foncée, sombre. Il comporte jusqu'à 8% d'humus, hein, donc pour un sol sableux, c'est pas mal. Il est aussi très bien structuré, contrairement à un sol sablonneux qui retient absolument rien, qui n'est pas structuré, qui se dégrade très vite et qui est très vite aussi lessivé. Ça, c'est un sol assez stable, très humifère, qui retient donc bien l'eau, qui fait bien circuler l'air aussi et qui contient énormément de matière organique carbonée, qui structure donc ce sol, qui permet de retenir les nutriments dans une région en plus où il pleut énormément, où il vente beaucoup. Et il permet aussi donc d'accumuler beaucoup de nutriments, notamment les nutriments dont les plantes ont besoin, c'est-à-dire le potassium et le phosphore. Voilà. Donc c'est vraiment c'est une très très bonne terre agricole, hein, comme on pouvait le trouver normalement dans les grandes plaines de Russie, dans les steppes ou dans les terres un petit peu inondables, dans les marais, etc., où le sol est naturellement noir et humifère. On a recréé ce sol donc à la main au fil des siècles. Et c'est en plus un sol qui est très peu sensible au compactage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on laissait donc ces plaques qu'on enlevait, soit avec des chevaux, parfois aussi avec des espèces de petites brouettes, etc. On les mettait dans les étables. On les laissait donc tout l'hiver là-bas. Ils étaient donc mélangés avec la fumure des animaux, les excréments des animaux, et ensuite ressortis, mis sur un très grand tas devant les fermes, à l'entrée des fermes. Et on y rajoutait les déchets organiques des cuisines, plus les cendres et les morceaux de charbon de bois qui restaient dans les cendres. Donc, tout ça fermentait et c'est ensuite seulement qu'on le mettait sur le sol, soit au printemps, soit à l'automne. Ça dépendait un petit peu du fait si le compost était mûr ou pas. Hein. Et donc, ça, vous imaginez ça sur 1000 ans et ça vous donne cet anthroposol-là, qui est très, très peu connu, qui existe dans l'Europe du Nord aussi, au Danemark, en Belgique et aux Pays-Bas, mais vraiment qui est très, très connu dans ce sol-là de ma région natale. Vous voyez ici rapidement le cycle du Plagen Eish. Vous voyez au milieu donc une ferme avec les champs qui étaient de part et d'autre des fermes. Ensuite, les bruyères qui étaient un petit peu plus loin, voire la forêt. Hein. Donc, on cherchait d'abord évidemment les plats qui étaient les plus proches des habitations, mais vous pouvez imaginer que faire ça chaque année, vous alliez chaque fois un petit peu plus loin, parce que les bruyères qui étaient déshabillées de cette façon-là mettaient à peu près 20 à 40 ans pour se régénérer. Je vais y revenir plus tard. C'est très important de dire donc que
Cet anthroposol extrêmement riche et foncé, très humifère, a été obtenu au prix de déshabiller d'autres biotopes et donc de dégrader d'autres biotopes qui devenaient vraiment très érodés, avec parfois même la formation de dunes, hein, que vous voyez ici à droite, voire aussi un sol forestier donc, qui s'est appauvri aussi. Donc, pour habiller Jacques, il fallait déshabiller Paul ou l'inverse, hein. Là, je vais vraiment revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, on intégrait cette fumure avec une charrue, hein, donc c'était en plus un travail supplémentaire où il ne fallait pas juste le déposer, mais vraiment le faire travailler au niveau du sol avec une petite charrue pour l'incorporer, donc un travail supplémentaire. Ça a été réalisé par des paysans en commun, donc ce n'est pas un paysan qui travaillait comme ça son champ, mais c'était tous les paysans d'un village qui travaillaient en commun ces champs-là, qui pouvaient aussi être cultivés en commun et qui donc prélevaient des plaques de sol dans d'autres communs. Les landes étaient gérées comme des communs, très encadrés sur le plan juridique. Souvent, on avait des conflits autour de ces questions. Ça appartenait donc un petit peu à tout le monde et qui était aussi donc cultivé, géré un petit peu par tout le monde. Pour comprendre vraiment mieux l'origine et l'organisation de ce travail d'Hercule, hein, parce que c'est vraiment un travail d'Hercule, ce travail des plaques, il faut comprendre que ça a surtout démarré à partir du Xe siècle. Vous venez de voir tout à l'heure la petite monnaie carolingienne que mon grand-père avait déterrée, donc qui datait du 8e siècle, ce cimetière frison qui a existé jusqu'au 9e, et ces sols anthropogéniques qui ont démarré au 10e, donc juste après, hein, quand le cimetière a déménagé un peu plus loin vers une église qui était mise en construction au cours du 9e siècle. Je ne sais pas à quel moment exactement on a démarré le Esch de mon grand-père, mais vu la profondeur du sol, ça a dû quand même aussi démarrer au 10e, 11e, voire au 12e siècle, quelque chose comme ça. C'est très intéressant parce que ça correspond en France aussi au grand défrichement du Moyen Âge, hein, donc quand on avait vraiment déforesté beaucoup au Xe siècle et ensuite. C'est dû au fait qu'à cette époque-là, dans toute l'Europe, on avait une grande croissance démographique qui était due d'un côté par un optimum climatique, donc il y avait des conditions climatiques très favorables à cette époque-là, et de l'autre côté aussi une stabilité politique et agricole, après les grandes invasions qui avaient lieu à la fin de l'Antiquité, hein. Donc il y avait une espèce de forme de stabilisation, croissance démographique, et on voit massivement, donc aussi en Allemagne du Nord, une mise en culture de champs nouveaux. Et c'est aussi une époque où on voit l'extension et l'hégémonie du champ par rapport à la forêt, hein. C'est quelque chose qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, que les champs ont pris de plus en plus de place et de plus en plus d'ampleur au détriment de la forêt, alors que l'Europe, le climax dans la succession écologique en Europe, c'est la forêt, hein. Donc voilà. C'est cette époque-là, c'est ça l'époque des Plagen et des Plagenesch. Et c'est aussi une époque où on voit la paysannerie organisée avec le système féodal, hein, des paysans dépendants qui dépendaient des seigneurs, aussi un système agricole qui a démarré au 8e siècle et qui a été développé surtout sous Charlemagne, qui a développé aussi des décrets pour dire qu'est-ce qu'il fallait cultiver, où, etc. Et le grand changement par rapport à la façon de cultiver dans cette région, en Frise et aussi ailleurs depuis le néolithique, c'était qu'on ne faisait plus de rotation sur ces anthroposols très fertiles, justement parce qu'ils étaient très fertiles. Je ne sais pas combien d'années il fallait pour pouvoir cultiver la première fois, mais j'ai l'impression que c'est assez rapide et que ce sol-là se bâtit petit à petit, mais qu'il est mis en culture assez rapidement. Euh, Au lieu de faire une rotation avec une mise en jachère, avec du lin, des légumineuses qui remettent de l'azote dans le sol et aussi des céréales, on a, à partir du Xe siècle, mis en culture ces champs-là avec du seigle seulement. Donc, c'était essentiellement des champs à pain pour le pain noir qu'on mange en Allemagne du Nord à partir de seigle. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est la première occurrence historique d'une monoculture de céréales.
bien avant, 1000 ans avant l'avènement des intrants, au 9e siècle avant l'avènement des intrants. Donc c'est la première fois qu'on a une rupture par rapport à cette polyculture, élevage, qui perdure, hein, bien entendu, à part cette époque, mais ce sont vraiment les premiers grands espaces de monoculture de céréales, bien avant les intrants chimiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui est peu connu et qui mérite d'être souligné. J'en parlerai aussi tout à l'heure parce que je vais évidemment comparer ce sol, cet anthroposol, avec un autre anthroposol, comme je l'ai dit dans le résumé, c'est-à-dire les anthroposols d'Amazonie, qui sont vraiment à tout point de vue, au niveau de la composition de la matière du sol, presque identiques, très similaires, sinon identiques, pour des raisons que je vais expliquer. Donc, sinon, pour finir avec ce système économique, vous le voyez un petit peu dans cette gravure, hein, donc là, on a un paysan qui laboure le champ avec des chevaux, on a des bœufs, on a des moutons. Les moutons, évidemment, venaient avec les landes, hein, donc ils étaient utilisés comme des pâturages. Le bétail était souvent mis aussi à pâturer, non seulement dans les prés, mais aussi dans les forêts. Vous avez donc ces paysans qui travaillent le sol pour les plagues, qui déposent un petit peu plus loin près des habitations. Et vous avez aussi une production de miel, évidemment, un miel de bruyère. C'est quelque chose que j'ai connu moi en tant enfant. Donc, mon grand-père travaillait le seigle et aussi la pomme de terre donc, dans ce plagenesh. Et ce plagenesh, il était cultivé en commun, mais il appartenait quand même à des propriétaires terriens plus ou moins importants. Dans notre cas, c'était nos voisins préférés qui s'appelaient les Schmitt, qui possédaient cette terre que j'ai montrée au début, hein, donc mon terrain de jeu de 4 km², avec forêt, lac, ruisseau, bocage et ces plagenesh. Et ils avaient aussi, ils possèdent jusqu'à aujourd'hui une partie des forêts qui sont très très riches en argile et ils avaient créé aussi une entreprise très prospère de manufacture de briques. Et les paysans les plus riches pouvaient donc cultiver au centre des haies, qui étaient vraiment les endroits les plus fertiles, et ceux qui étaient plus pauvres avaient la périphérie. Donc vous voyez un petit peu le système inégalitaire. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti presque dans mon corps, on peut dire, en tant qu'enfant, sans le comprendre, parce que ma meilleure copine, Ulrike, qui est vraiment ma sœur de bac à sable, venait de cette famille-là. Et j'ai toujours senti qu'il y avait une différence entre elle et moi, sans pouvoir mettre des mots là-dessus. Et cette différence, elle est dans le sol et dans la propriété de ce sol-là. Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant, même pour moi, à le travail, parce que je retrouve vraiment des sensations d'enfance, des questionnements, etc., que j'avais à l'époque. Et c'est grâce à cette conférence, pour la première fois, que finalement, je reviens un petit peu aussi sur les lieux de mon enfance et je comprends mieux l'écologie historique des lieux de mon enfance. Et donc, c'est passionnant. Ce sont aujourd'hui des sols très menacés. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant cultivés avec pesticides et tout ce qu'on connaît qui intoxique le sol en monoculture de maïs fourragé, plus de seigle, plus de pommes de terre, mais monoculture de maïs fourragé. Comme ce sont des sols historiques qui sont très proches des agglomérations, évidemment aussi la périurbanisation, hein, l'oubli aussi de la valeur de ces sols-là. Par exemple, j'ai posé la question à mon père il y a quelques jours en disant: «Est-ce que toi, tu connais quelque chose sur le Plagenesh?» Et il m'a répondu: «Je connais pas». Et par contre, il m'a dit: «Ah, je crois que ça a quand même quelque chose à voir avec les Landes, mais les Landes, ça vaut rien comme sol. Ils ont dû mettre de la fumure». Donc, dans le souvenir des gens, mon père, il a 80 ans pratiquement, ils connaissent pas. Donc, ça disparaît aussi par méconnaissance. Et ça disparaît également parce que les seules personnes qui connaissent encore la valeur de ce sol, ce sont les pépiniéristes d'arbres. Donc, les arbres poussent très bien dans ce sol-là, sauf que ces pépiniéristes vendent les arbres avec le ballot de terre autour et donc diminuent la quantité de ces sols, qui sont aujourd'hui protégés en théorie et en pratique, qui sont en train de disparaître. Voilà pour le moment pour ce sol-là. Je vais maintenant le comparer à la Terra Preta d'Amazonie. Donc, on va complètement changer de continent, de contexte, d'écologie historique, de tout ce que vous voulez. Mais vous imaginez que pendant
mes études et ma carrière universitaire d'anthropologue, j'ai évidemment lu les textes de Philippe Descola, d'Eduardo de Viveros de Castro, etc., des americanistes, des anthropologues americanistes sur l'Amazonie et aussi les archéologues, et notamment de l'époque précolombienne. Quand j'ai entendu pour la première fois parler de terra preta, donc l'existence d'un sol extrêmement fertile en Amazonie, comme chez moi, bâti par des humains sur un sol très pauvre, qui se lessive extrêmement vite, là à cause de la chaleur, de l'humidité constante, etc., et aussi du fait que ce sol est très peu structuré et l'eau ne retient pas l'eau ni les nutriments, etc., j'ai tout de suite su que c'était quelque chose de très analogue du Plagniège. Je ne sais même pas comment j'ai su, parce que ça a été assez intuitif. Je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment, chez moi, c'est de la terra preta du Nord. Et jusqu'à la préparation de cette conférence, j'ai jamais vraiment cherché à savoir si c'était scientifiquement reconnu, s'il y a eu un rapprochement chez les pédologues, s'il y a eu une comparaison entre cette terre-là et la terra preta amazonienne. Mais ça s'est fait apparemment il y a 5 ans, un texte qui a été publié, que je présente dans une diapo dans un instant, qui a fait ce rapprochement. Et donc, apparemment, la terre anthropogénique du Nord et celle de l'Amazonie sont, sur le plan de la composition, très similaires. Ils ont été évidemment fabriqués d'une façon complètement différente, sauf que ces terres-là ont été façonnées à la même époque que le Plagniège, et même avant, par des indios, donc des Amérindiens, dont on ne connaît plus rien. Pourquoi? Il faut savoir quand le premier explorateur, navigateur espagnol qui s'est aventuré en Amazonie, Francisco de Orenella, a décrit dans ses écrits, dans ses descriptions de ces sols et ces civilisations au XVIe siècle, une agriculture très sophistiquée, très très riche, avec des villes, des cités extrêmement densément peuplées. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on n'associe pas l'Amazonie. On associe l'Amazonie à des chasseurs-cueilleurs, vivant dans des petites tribus un petit peu partout, éparpillés dans cet immense territoire. Donc ça ne correspondait pas du tout à la vision qu'on en a. Et quand, quelques années plus tard, il y a d'autres explorateurs qui sont venus, ils n'ont pas du tout trouvé trace d'une agriculture riche et diversifiée. Ils n'ont pas trouvé trace non plus de civilisation citadine en pleine Amazonie, mais plutôt une forêt vierge comme nous on la connaît, ou on pense la connaître actuellement. Il fallait attendre les années 60 pour que la terra preta, donc cette terre agricole, horticole très très riche, hein, qui a vraiment les mêmes compositions que le Plaggenèche, soit redécouverte scientifiquement. On a toujours su qu'il y a une terre qui existe, c'est un savoir qui a filtré au compte-gouttes, mais la reconnaissance scientifique remonte seulement dans les années 60. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé de traces, et on le sait maintenant avec l'archéologie amazonienne qui est en train de se développer, comme l'écologie historique et comme l'anthropologie de ces régions-là, et qui voit de plus en plus la forêt amazonienne comme une forêt jardinée, voire un jardin sauvage. On compris pourquoi on n'a pas trouvé de traces, c'est simplement parce que les premiers explorateurs sont venus avec des virus et des maladies infectieuses auxquelles les Amérindiens de l'époque n'étaient pas immunisés. Et quand donc il y a eu la seconde vague d'exploration, les gens étaient morts, ils ont disparu. Et avec eux, la connaissance de la fabrication de ce sol. Donc on ne sait pas très exactement comment il a été fabriqué. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est associé à des poteries, hein, comme le Plagniège de mon grand-père, hein, associé à des grands nombres de tessons et de poteries. Vous voyez ici sur cette image une espèce d'ombre de poterie, comme ça, avec le sol noir qui descend dans la latérite, là, dans l'oxysol, qui est le sol classique d'Amazonie. On a trouvé énormément de poteries. On sait qu'il est noir parce qu'il contient énormément de charbon de bois, donc de matière organique carbonée. Il contient aussi beaucoup de vie microbienne et aussi des champignons.
Il contient également évidemment une biomasse décomposée qui reste stable dans le sol grâce à la présence de charbon de bois. Là, c'est une image donc de cet explorateur, Orenela, et aussi la couverture du livre de Stéphane Rostin que je vous recommande, qui est donc un des archéologues aujourd'hui qui est vraiment un ténor de l'idée pour changer d'image sur l'Amazonie. Ce n'est pas du tout cette forêt vierge qu'on connaît ou qu'on pense connaître. On trouve de plus en plus de traces d'habitation dans l'Amazonie. Et il faut savoir qu'apparemment, à l'époque de la première exploration d'Orenela, il y avait 8 millions d'habitants. Donc, c'est énorme. Seulement, ça ne se voit pas parce qu'il y a la forêt. Et paradoxalement, avec la déforestation de l'Amazonie, à cause du soja, etc., qui nourrit les horribles élevages industriels, on les trouve maintenant, puisque la forêt disparaît, donc on peut trouver des traces sur le sol. Je ne peux malheureusement pas m'étendre là-dessus et je ne suis absolument pas spécialiste. Ce que j'essaie juste de faire passer comme message ce soir, c'est que l'Amazonie est aussi, comme l'Allemagne du Nord, une immense région qui a été travaillée par l'être humain depuis plusieurs milliers d'années. Je crois que la Terre Preta, la plus ancienne, a 7000 ans. Et il faut savoir que la fertilité de ce sol s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien. Et c'est même mieux que ça, c'est même quand vous prélevez de la terra preta en Amazonie, ça repousse tout seul. Donc c'est capable de se régénérer. Donc ça, c'est assez fabuleux. C'est entouré évidemment de beaucoup de mystères, etc., qui est un petit peu entretenu aussi avec ce récit un peu exotisant sur l'Amazonie. On ne sait pas très bien comment ça a été cultivé, probablement sous forme de forêt-jardin, dont vous avez peut-être entendu parler avec la permaculture, qui s'inspire bien entendu des forêts-jardins tropicaux. On ne sait pas, évidemment, puisqu'il y a eu rupture de transmission sur les savoirs de la terra preta, comment ils ont été exploités. On peut peut-être imaginer des forêts-jardins comme il en existe chez les Mayas encore à l'heure actuelle, qui ont eux aussi subsisté et protégé la forêt depuis 8000 ans. Donc ça aussi, ce sont des travaux archéologiques récents. Une forêt-jardin, c'est-à-dire association d'arbres à bois dur, d'arbres fruitiers, petits fruits, manioc dans le cas de l'Amazonie. L'Amazonie est aussi reconnue maintenant comme un des hotspots de la domestication. Donc on a toujours entendu parler de la patate dans les Andes et du maïs, etc. Mais l'Amazonie a domestiqué depuis 10 000 ans des fruits et des légumes que nous connaissons, dont le manioc, les cacahuètes, des courges, noix de Brésil, et il y en a bien d'autres encore. Ils ont aussi des piments, évidemment, certaines formes de maïs et de cacao. Donc, c'est aussi un centre de domestication qu'on a assez méconnu jusqu'à présent. Il y a des gens qui nourrissaient évidemment aussi, comme aujourd'hui, de poissons et aussi d'herbivores. Donc, ce qu'il faut retenir de ce petit passage-là, c'est qu'il y a une terre analogue au Plagnèche en pleine Amazonie. Ce sont des sols hautement anthropisés. Et ça se sait maintenant parce qu'on commence à décolonialiser l'écologie de ces régions-là. Donc, on commence à voir que l'agriculture sur brûlis, c'est-à-dire quand on défriche, etc., c'est une image assez faussée. Ce sont des gens qui sont capables de cultiver avec la forêt depuis toujours. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle assez importante. Je reviens donc sur mon petit Plagenesh en la comparant à la Terra Preta. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un article qui est sorti il y a 5 ans, qui s'appelle Anthropogenic Dark Earth in Northern Germany, the Nordic Analog to Terra Preta de Indio and Amazonia. Et donc, vous voyez que ce sont des compositions similaires, matière organique carbonisée, excréments humains, animaux, biomasse fermentée, tessons de poterie, céramique, avec bactéries et champignons. Donc ça, c'est les ingrédients. La recette originale, on ne l'a pas. Et on ne la comprend pas très bien, y compris d'ailleurs pour le Plagenesh, ça a été analysé, mais la particularité de cet article, c'est qu'ils ont analysé un Plagenesh qui est très proche des habitations et qui est encore plus similaire à la Terra Preta, c'est-à-dire que
ce sont des sols qui existent probablement depuis beaucoup plus longtemps que le Xe siècle. Et on a compris maintenant, mais encore une fois, c'est très peu recherché, que l'anthroposol noir en Allemagne du Nord, le plus ancien, date de l'âge de bronze. Donc, il a plus de 3000 ans. Donc, probablement en Allemagne du Nord, on ne sait pas encore tout. Donc, si on faisait des fouilles archéologiques et des études pédologiques dans ce sens, je pense qu'on aura des surprises encore par rapport à cette région, y compris peut-être le champ de mon grand-père, qui est très proche justement des habitations. Il faut savoir que ce ne sont pas des petits patchs de sol isolés, hein. Ça correspond pour l'Amazonie à 10% de la surface globale, pour ce qu'on a trouvé pour l'instant. Certains sont complètement oubliés, d'autres sont encore mis en culture et très, très, très peu sont encore entretenus. Je ne peux pas vraiment m'étendre là-dessus, mais vous voyez surtout que dans l'Amazonie, on les trouve le long des fleuves, hein, qui ont été habités et qui correspondent justement à cette description de Orenel, là, qui a fait naître le mythe de l'Eldorado. Le mythe de l'Eldorado, c'est le mythe des cités à Terra Preta. Et vous voyez la même chose donc en Allemagne du Nord, tous les petits points orange ici sont couverts de Plageneige. Donc là aussi, on parle de 500 000 hectares. Ce n'est pas des petits jardins potagers. Et avec la recherche très récente qui s'est faite près des habitations, on trouve vraiment un analogue de la Terra Preta au nord. On commence à développer maintenant une hypothèse en disant que la Terra Preta a favorisé des grandes civilisations antiques dans des cités-jardins en Amazonie. Eh bien, les anthropocènes foncés ont probablement aidé l'expansion des Vikings. On sait très peu de choses sur l'agriculture des Vikings. Avec la Terra Preta du Nord, on commence à se demander si, justement, au Xe siècle, les Vikings n'ont pas pu s'étendre comme ils l'ont fait parce qu'ils avaient la capacité de créer des anthroposols très fertiles. Donc ça, c'est un petit mystère qui reste à élucider et c'est juste une hypothèse qui vient d'être formulée, qui n'a jamais été vraiment analysée. Vous voyez ici une petite comparaison du système du Plageneige et du système à Terra Preta, donc forêt-jardin versus champ. Et là, on rentre un petit peu dans les différences. Donc, on a polyculture dans les deux cas. Au Xe siècle, on peut tout à fait prendre le même temps historique. Au Xe siècle, on a polyculture avec élevage et aussi une culture basée sur la forêt. C'est pour ça que j'ai pu me cacher dans les creux des chênes millénaires, parce qu'on a toujours mis du bétail dans les forêts pour le fourrage d'arbres, ce qui a permis à ces chênes-là de se développer vraiment, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de concurrence, parce que les animaux broutaient un petit peu autour. On avait ce système-là, donc très diversifié, avec une mosaïque de paysages cultivés, etc. La forêt-jardin très diversifiée avec une biodiversité augmentée qui imbrique sauvage et domestiqué en Amazonie, mais ce début au Xe siècle de l'érosion du sol forestier, l'érosion des landes en déshabille Paul pour habiller Jacques et le début de la monoculture de seigle. Donc, composition très similaire des sols, par contre, le système agroécologique qui va avec est très différent et commence justement à bifurquer à ce moment-là avec l'extension des champs, le ager, comme on dit en latin, qui prend le dessus sur la silva, sur la forêt. C'est ça qui les distingue. Donc, composition similaire, écologie historique, vraiment très différent. Avec cette petite parenthèse qu'on ne connaît pas les systèmes plus anciens qui prédatent le Xe siècle, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé à l'âge de bronze, etc. Là, sur cette diapo, je résume un tout petit peu ce que je viens de dire. Ça nous amène à une question supplémentaire. Il faut non seulement analyser évidemment la composition matérielle et organique, bactérienne, etc. de ces sols-là pour comprendre leur extrême fertilité. Il ne faut pas seulement creuser leur écologie historique pour comprendre vraiment comment et dans quelle agriculture ils s'insèrent, dans comment les gens ont vraiment travaillé la terre pour produire donc la nourriture pour les humains et les animaux, mais aussi dans quelle société précisément ça s'insère et aussi dans quelle cosmologie.
Donc pour le Plagnesh, on le sait un petit peu, je l'ai décrit tout à l'heure avec le système féodal, etc. C'est une société chrétienne à l'époque. Pour l'Amazonie, on ne sait pas. Donc la sociologie des indios de Terra Preta, on ne connaît pas. On commence à connaître un peu leur céramique, etc. Donc c'est une culture extrêmement développée. Au niveau de la cosmologie, on ne sait pas grand-chose, mais probablement quand même quelque chose qui est lié au cycle de vie, avec l'idée quand même que les choses qui vivent retournent à la terre, renaissent, etc. Donc je pense qu'il y a toute une image, enfin une cosmologie autour de la mort et de la vie, de la renaissance, peut-être. Encore une fois, on ne sait pas très bien parce qu'on ne peut plus du tout leur poser la question et on ne peut évidemment pas rétroprojeter des connaissances ethnographiques de sociétés d'aujourd'hui qui vivent de manière très différente à cette époque. Par contre, grâce au fait que la terra preta est maintenant connue, grâce au fait que l'écologie historique commence à se décolonialiser, on commence à comprendre qu'il y a des anthroposols foncés ailleurs, notamment en Afrique de l'Ouest. Depuis que je prépare cette conférence, je n'arrête pas de découvrir des anthroposols foncés extrêmement fertiles. J'en ai trouvé au Japon, à Bornéo, en Australie, en Afrique de l'Ouest notamment, au Libéria par exemple. Donc, il y a des ethnologues et des archéologues qui commencent à travailler dessus. Et là, on a l'avantage de pouvoir poser la question aux gens. Là, pour l'Afrique de l'Ouest, très rapidement, c'est une agroécologie aussi très diversifiée, près des habitations qui sont semi-pérennes. Donc, quelque chose de très semblable à l'Amazonie et de très semblable aussi au sol anthropogénique du Nord, prédatant le Xe siècle et qui existe aussi près des habitations. Donc ça, c'est un critère qu'il faut retenir, c'est près des habitations humaines. Ce sont des sols qui sont intensément travaillés et intensément habités. Et ce qui est intéressant en Afrique de l'Ouest, c'est qu'on dit justement que c'est un sol huileux, gras. Les gens disent qu'il est nourri par notre sueur, le fait qu'on les travaille, qu'on y passe du temps, qu'on est avec ces sols-là. Aussi par notre sang, parce qu'on y vit, mais on s'y blesse aussi, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à la vie des êtres humains, mais aussi à la vie des esprits, à la vie des animaux, avec un peu cette idée que la vie attire la vie. Donc ça, je trouve ça très important que ces sols qui bonifient le sol, justement, qui bonifient la biodiversité, qui augmente la biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui est prouvé pour l'Amazonie en tout cas. On a cette idée que l'humain attire la vie et l'activité humaine attire la vie. Donc, et aussi les esprits qui imitent les humains attirent la vie. Et ça va aussi avec l'idée d'une fertilité socio-cosmique qui est entretenue notamment par les femmes. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'en Amazonie aussi, on a beaucoup de représentations des femmes qui s'occupent des plantes, qui plantent du manioc et qui les élèvent comme des enfants. Donc, on n'est pas dans un système agricole qui, comme nous, met l'accent sur la production, juste pour nourrir les humains. On est dans des cosmologies où nourrir veut dire aussi nourrir les dieux, nourrir l'invisible, veut dire aussi nourrir le monde tout court au-delà des humains. Et souvent avec les femmes qui jouent un rôle assez important là-dedans. En Afrique de l'Ouest, on trouve beaucoup de petites îles d'arbres qui poussent sur ces terres-là, qui existent aussi en Amazonie. Et donc, quand vous voyez une petite forêt comme ça, c'est une forêt qui a poussé sur un anthroposol à terre sombre. Voilà. Donc, il y a toute une notion de fertilité qu'il faut étendre et qui n'a rien à voir avec cette notion un peu étriquée qu'on a, nous, que fertilité, ça veut dire mettre des nutriments dans le sol ou des minéraux dans le sol. Ça va pas vraiment au-delà de ça. Et ça correspond à l'idée que ce sont des sols vraiment vivants qui grouillent de vie microbienne, mais aussi fongique, etc. C'est très, très, très différent comme vision de la terra preta des Blancs. Il y a un article intéressant qui est paru cette année, très récemment, qui s'appelle de la terra preta des Indios à la terra preta do Gringo, History of Knowledge of the Amazonian Dark Earth, qui fait un peu la synthèse de ce qu'on sait sur ces sols, et aussi la façon dont en Occident, il y a des business persons qui qui s'approprient ce savoir, l'idée que le charbon de bois notamment est très très bon quand on l'enfouit dans le sol parce que ça donne avec ses alvéoles un habitat formidable pour la vie microbienne notamment,
qui stabilisent le sol, l'humus, etc. Et donc, on a un engouement pour l'or noir de la forêt tropicale, comme vous voyez par exemple ici dans cette publication-là, avec moult recommandations de faire ça dans son jardin, etc. Mais aussi dans l'idée qu'on recrée cette terre, on a cassé le code, comme disent les gens. C'est un mystère, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais nous, on sait comment ça fonctionne et on l'a breveté. Donc, on a des Allemands qui ont breveté la terra preta, hein, sans évidemment aucun retour vers les indigènes amazoniens. Et aussi, quand même, l'idée sérieuse, et sans doute pas du tout à rejeter comme ça, c'est l'idée que la terra preta et l'enfouissement de charbon de bois à grande échelle va nous aider à contrer le changement climatique. Hein. Donc, il y a toute une initiative qu'on appelle la Biochar Initiative, etc., etc. Un peu l'idée d'un geoengineering, justement, qui consiste à traiter ces sols comme ça, sur de grandes étendues. Et on sait que, justement, historiquement, la terra preta ou le Plagnesh concernent des grandes étendues. Donc, c'est faisable, c'est possible. Mais à la différence de ce que je viens d'expliquer pour l'Afrique de l'Ouest et aussi nos sols historiques en Allemagne du Nord ou en Amazonie, nous sommes très très loin de l'idée que la terra preta se réduit à une matière dont il suffit de saupoudrer les sols pour avoir un quick fix des problèmes de notre temps concernant la dégradation des sols et la perte de terres arables et du changement climatique. Hein. Donc, avec l'idée controversée aussi qu'en faisant du charbon de bois, on brûle du bois, etc., etc. Donc, il y a un très grand contraste de la façon dont ces terres noires et la connaissance qu'on a de ces terres noires très fertiles sont réceptionnées en Occident. Hein. Très intéressant. Et je voudrais vraiment mettre l'accent dans les minutes qui me restent sur ce contraste, hein, qu'il faut non seulement mieux comprendre ces sols comme des sols vivants d'origine humaine, non seulement les comprendre comme des sols qui ont pu s'exprimer dans des écologies et des agricultures, des systèmes agraires très différents, hein, de la forêt-jardin aux champs monoculture de seigle, mais qu'il faut aussi vraiment mettre l'accent que, en ce qui concerne un sol ou un anthroposol, si on voudrait s'approprier de l'idée qu'on peut régénérer des sols, qu'on peut créer des sols très fertiles sur des sols pauvres, comme ont fait mes ancêtres en Frise, il faut aussi mieux comprendre ce que c'est un sol. Un sol qui est justement un milieu vivant dans lequel l'être humain peut jouer une part très importante, mais qui est un milieu justement où se fait cette alchimie mystérieuse qui incorpore le minéral dans le cycle de la vie, comme disent Charles et Perrine et Hervé Gruyé dans Vivre avec la Terre. Mais surtout aussi comprendre que le sol est beaucoup plus que juste un champ de production, c'est beaucoup plus que juste une habitation, mais que c'est plutôt une interface entre le vivant et la création humaine. Et que si on se souvient que c'est une interface, que c'est un espace tiers qu'il faut ménager entre le sauvage ou le non domestiqué, tous les processus dans un sol qu'on ne maîtrise pas, avec la présence des microbes, des champignons, des décomposeurs hein, qui savent avec les plantes seules à faire un sol, parce que les anthroposols, évidemment, n'ont pas été créés par l'homme seul, mais par l'homme avec le concours, évidemment, de toute cette vie du sol. Si on se souvient que c'est un espace tiers qui fait l'interface entre le vivant et le domestique, on peut justement, je pense, s'inspirer de ces exemples. Non pas comme matière à breveter, à mettre en sac plastique et en vendant sur Internet, mais en s'inspirant de tout l'écosystème historique de ces sols pour recréer non seulement ces sols-là, mais aussi le rapport au sol qui venait avec. Et ça, c'est très, très bien exprimé par un écrivain d'origine guatémaltèque et qui s'appelle Martine Prechtel dans un livre que je vous recommande chaudement qui s'appelle The Parallel Lives of People as Plants, où il décrit très bien l'agriculture maya hein, de l'époque, où il dit que ce qui est très important justement, c'est toujours quand on fait de l'agriculture, quand on fait de la domestication, c'est de laisser une part au sauvage, de maintenir aussi une diversité en faisant cohabiter les plantes sauvages avec les plantes domestiquées.
Il explique par exemple que dans les champs de maïs en Amérique, on a toujours laissé, jusqu'à aujourd'hui, dans le Sierra Nevada par exemple, on laisse le maïs sauvage, le théocinthe, d'où vient le maïs, hein, avec le maïs domestiqué. Donc on le fait toujours jusqu'à présent cohabiter dans un même champ. Et il fait une remarque très intéressante en reprenant un mot qui existe en frison, donc chez moi, dans ma langue maternelle, mais aussi en néerlandais, hein, qui est le pays d'à côté, qu'on appelle le veld. Et le veld, c'est un mot très ancien qui désigne justement la dernière part d'une récolte qui n'est pas récoltée et laissée aux animaux. C'est une partie du champ qu'on ne récolte pas, parce qu'il faut justement par ce geste montrer qu'on ne prend pas tout, que parce que si on peut produire ici, la terre donne, il faut lui laisser quelque chose. Ça, c'est le veld. Et bien, ce mot-là est étymologiquement à l'origine du mot field, donc champ en anglais, mais aussi en allemand, feld, ou même world, Welt, c'est-à-dire le monde. Ça veut dire tout simplement que les humains, quand on reprend l'exemple des anthroposols, les humains, l'humus, le champ et le monde, faire-monde, c'est la même chose. C'est ça que nous enseignent les anthroposols. On peut augmenter la fertilité et la biodiversité à partir du moment où on remet l'être humain dans le sol, de préférence avant que nous on parte tous en poussière avec le changement climatique et l'érosion des sols. Remettre aussi l'humain dans une chaîne trophique parce qu'en recyclant, en redonnant nos déchets, hein, non seulement nos déchets de cuisine, mais aussi nos excréments, l'urine, etc., comme c'est le cas dans les anthroposols en Allemagne du Nord et en Amazonie, dans le sol. C'est ça le message principal pour moi que nous enseignent les anthroposols, au-delà de leur magie de fertilité tout court. Cette fertilité va vraiment avec l'idée qu'il faut aussi avoir des rapports fertiles avec la terre. Je termine là-dessus. Donc la clé des champs est sous nos pieds. Et il ne faut peut-être pas aller très loin dans des contrées très exotiques comme l'Amazonie, dans lesquelles on ne va plus voyager comme ça, juste pour le week-end, avec ce qui nous arrive avec le Covid-19. Ce n'est pas non plus la peine juste de se dire il faut qu'on produise du biochar en le vende sur Internet. Parce que quand j'ai fait des recherches pour cette conférence-là, je suis très régulièrement tombée sur des articles de géoarchéologues qui s'occupent du Haut Moyen-Âge en Europe. Et ça parlait de terre noire. Et à chaque fois, je me suis dit, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas que je fasse la confusion. Eh bien, je les ai quand même lus et j'ai découvert qu'on trouve des strates de sol foncé d'origine anthropique agricole sous la plupart des grandes villes en Europe, à Londres, à Bruxelles, à Stockholm, à Paris, sous le boulevard Saint-Michel et aussi au Collège de France. Ce sont des strates donc, qui datent du haut Moyen-Âge, après la fin de l'Antiquité. C'est un sol qui est riche en matière organique, en charbon de bois et en fragments de briques ou de tuiles, exactement comme le hèche de mon grand-père, exactement comme la terra preta en Amazonie. Donc à nous de créer de nouvelles alliances avec le sol, avec les humains, par-delà les clivages. Hein. Si les anthroposols nous disent quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de clivage entre nature-culture, entre champs et forêts, entre humains et non-humains, ou villes ou campagnes. Et je me suis dit, ce serait quand même vraiment intéressant de se dire comment est-ce que nos déchets à Paris, par exemple, pour une fois, pourraient peut-être nourrir les sols de la Beauce plutôt que ce que la Beauce a fait depuis des siècles en produisant des céréales pour nourrir Paris. Donc, on pourra peut-être faire une synergie et imaginer des systèmes pour réintégrer la vie humaine, l'habitation dense humaine dans le sol. Voilà, je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et pour votre attention au sol notamment. Merci Saskia, c'était passionnant. J'étais à peu près dans les temps, j'espère. C'est super, on n'a jamais été aussi à l'heure. C'est pas notre spécialité. Écoute, merci beaucoup. C'était d'une richesse et d'une densité folle. J'ai essayé de prendre plein de notes.
Écoutez, maintenant la parole est à vous, à nous. Si vous avez des questions pour Saskia, c'est le moment. N'hésitez pas, vous pouvez démuter vos micros. On n'est pas, il n'y a pas de régie question. Vous pouvez poser vos questions en direct. On n'est quand même pas assez nombreux pour. Vous pouvez aussi afficher vos vidéos là. Hein. Oui, vous pouvez. On est tous fatigués. Voilà. Avec notre thé, notre verre de vin, je ne sais quoi. Tous à la même enseigne. Au verre de vin pour l'instant. Saskia, moi, j'ai commencé par une question. Oui. Peut-être même j'en ai deux. Quelque part, là, nos connaissances et nos découvertes sur ces sols anthropogéniques ne cessent de s'accroître. Et on se rend compte que finalement, peut-être, hypothèse, c'était une façon, cette façon de cultiver les sols était commune à de nombreuses cultures. Oui. Donc ça, quelque part, ça serait intéressant aussi, comme toi tu étudies ce rapport entre la composition des sols et les systèmes humains qui ont permis, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné, il y a une forme d'universalité du savoir humain où le bon sens ont fait que à différents endroits de la planète, on s'est rendu compte que en travaillant le sol d'une certaine façon, ça le rendait fertile. Comment tu expliques que c'était, est-ce que c'est les expéditions, la colonisation qui ont permis ce partage de savoir? Comment on explique que on en découvre un peu partout sur la planète à différents endroits? Ils sont très anciens, donc là, ils se sont développés sans se connaître les uns les autres. Hein, donc, ce n'était pas quelque chose qui s'est diffusé parce que les gens étaient en contact. On parle vraiment de sols qui ont plusieurs milliers d'années. Donc, les Vikings ne connaissaient pas, même s'ils ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, ne connaissaient pas la Terra Preta d'Amazonie, je pense. Donc, ce qui me fascine avec ces sols-là, je pense que c'est vrai, ils sont très, très, très liés à l'habitation et à la proximité, et aussi à la proximité d'enterrer ces morts à côté des maisons. Donc ça, c'est une chose, c'est un rapport à la mort, je pense, qui est très différent. C'est lié aussi à l'alimentation avec beaucoup de l'usage d'aliments fermentés, à l'idée de restituer aussi les excréments, y compris les excréments humains. C'est d'ailleurs une des différences entre le sol du Nord et le sol du Sud, c'est que dans le sol du Sud, il y a plus d'excréments humains, et dans le cas de l'Allemagne, ce sont des excréments animaux, par exemple. Mais c'est cette proximité, en fait, de vivre avec les animaux, avec les plantes, avec les morts, dans des endroits densément habités, hein, y compris les exemples que je t'ai donnés du Haut Moyen-Âge à Paris, qui aboutissent peut-être aussi quand même à cette accumulation, parce que c'est vraiment une accumulation de matière organique, avec l'idée de cuisiner. Donc on cuisine, on se chauffe, on produit des cendres et aussi des charbons de bois. Donc je pense qu'à un moment donné, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Et c'est d'ailleurs une question, c'est drôle que tu poses cette question, parce que c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que ces sols sont intentionnels ? Est-ce qu'ils ont été créés intentionnellement pour ça? Je pense que dans le cas du Plagenesch, oui. Mais si les gens ont démarré au Xe siècle ces sols-là, c'est qu'ils ont déjà eu une connaissance avant. Et puisque ces sols les plus anciens en Allemagne, pour l'île de Sylt, c'est vraiment 3000 ans, je pense qu'ils ont dû avoir une connaissance quand même de ces sols-là. Et la question de savoir si c'est intentionnel ou pas, en fait, elle est mal posée, parce que c'est encore l'idée que nous, on imprime notre idée sur la matière. C'est un modèle très aristotélicien de la matière. La matière vivante, c'est autre chose. Une matière vivante, elle est co-créée, elle co-évolue. Et c'est ce que disent les Africains, justement, au Libéria, c'est qu'on vit ensemble. La vie attire la vie. Donc, c'est un processus historique qui se fait au travers des générations par le fait de vivre avec. Je pense que elle est là la réponse. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a perdu. Se vivre avec. Oui, c'est presque plus en fait un système de valeurs, de croyances. Voilà, tu as parlé des esprits, du notre rapport à la mort, à la vie, à ce côté un peu cyclique dans certaines religions ou certaines grandes croyances, qui fait qu'aujourd'hui, on a, dans les religions dominantes, peut-être qu'on n'a pas ce même rapport-là. Et il y a une forme de spiritualité aussi énorme liée à ces sols-là, je trouve, en t'écoutant. Oui. Absolument. Et en même temps, c'est pas juste. Ça aussi, c'est une question un peu cyclique, parce que
la notion de croyance, c'est pas vraiment une croyance qu'on a d'une matière. C'est là encore, en fait, une attitude, une posture. C'est plus une posture qui est bêtement matérielle, où si on restituait des matières organiques à un sol, par exemple, Prechtel, pour le cas maya, il explique qu'on vénérait le compost. Hein. Et je crois que même que ça existait dans la Rome antique, à Rome, justement, où il y avait un énorme trou, où les gens mettaient leurs déchets, etc. Et c'était reconnu comme quelque chose qui est de l'ordre d'un principe vivant, hein, que les gens n'ont pas appelé comme ça principe vivant ou principe vital, ou si, mais la reconnaissance qu'il y a une force, et notamment une force dans le sol qui dépasse l'être humain et qu'il faut cultiver. C'est ça l'idée du Veld aussi, hein. C'est quelque chose qui est plus qu'humain, et on maintient ce principe en le cultivant par une posture, par une attitude et par des rituels. Ce n'est pas des croyances dans le sens où on croit un et puis finalement c'est que des idées. C'est plus une posture pour, pour respecter quelque chose qui n'est pas de l'ordre du qui dépasse l'être humain, tout simplement, comme la vie, la mort, etc. Donc, je pense que c'est vraiment à mettre dans ce contexte-là. Et Prechtel, il dit que les Mayas fabriquaient des perles, hein, très minutieusement travaillées, qui avaient beaucoup de valeur, qu'ils offraient au compost. L'un de mes projets dans ma cuisine pour Foresto Garden, c'est que j'ai envie de prendre une très, très, très belle boîte, je sais pas, en laque japonaise ou quelque chose comme ça, pour mettre mon compost dedans. Parce qu'à partir du moment, au lieu de mettre ça dans une espèce de poubelle, etc., mais dans une boîte très, très belle, au contraire, on se dit tous les jours, voilà la valeur de cette chose-là. Voilà des valeurs de ce que nous, on appelle des déchets. C'est ça une posture. Oui. Oui, donc aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, tu vois, sur le compost, sur ce qu'on pourrait faire à Paris, etc., le compost étant un des matériaux de ces terres-là, tout ce que toi, tu vois émerger aujourd'hui dans le cadre de l'économie circulaire, justement de favoriser la sensibilisation individuelle et collective au fait de réutiliser, enfin, que les déchets, c'est une matière aussi vivante. Donc, toute cette récolter les biodéchets, etc. Toi, tu vois ça sous quel œil? Ben, je vois ça sous l'œil, des choses qui évidemment, s'organisent. de la matière organique, c'est quelque chose qu'il faut faire, par exemple, comme la ville de San Francisco, qui est très très loin dans ce processus-là, par exemple, qu'on aimerait bien mettre en œuvre à Paris, hein, où on récolte vraiment tous les déchets, etc. Je crois qu'on est même pénalisé si on jette des déchets organiques, hein, etc. Donc ça, évidemment, il faut le faire, mais au-delà de la matière, encore une fois, il y a aussi cette posture, une nouvelle posture à développer, et aussi un nouveau rapport à un paysage comestible. Donc, qu'est-ce que ça nourrit à part les humains? C'est ça la différence entre l'anthroposol historique et peut-être un anthroposol qu'on pourrait créer maintenant, c'est que c'est jamais que pour l'humain, c'est aussi justement pour tout le reste du vivant. Ça augmente le vivant sauvage, c'est ça l'idée. On lui laisse une part. Donc là, on n'a pas beaucoup de réflexion là-dessus. On n'a pas beaucoup de réflexion là-dessus. Ceci dit, quand on regarde, j'habite à Paris, dans le 14e arrondissement, il y a un compost mené par une association qui est fait avec la mairie de Paris. J'ai pas encore fait ça, mais je me suis dit, ça ressemble au titre de votre association, au compost citoyen, parce que justement, les discussions autour du compost étaient toujours extrêmement intéressantes. Là, on voit justement que le compost est, dans le mot déjà, c'est une formidable façon de recomposer un monde et recomposer aussi des liens politiques. Pourquoi? Parce que les gens amenaient leurs déchets organiques, donc mouillés, humides, et il y avait sans arrêt des discussions sur si oui ou non, est-ce que la mairie apporte assez de matière sèche. Et j'ai adoré cette idée que les citoyens apportent la matière humide et l'État doit apporter la matière sèche. Et il faut que ça soit en équilibre parce que sinon le compost n'est pas bon. Donc, vous voyez, au-delà de créer de la matière, on retravaille les liens sociaux et aussi les liens politiques. Et j'aimerais justement, j'adorerais faire explicitement du projet compost, ou disons consciemment, un projet politique, un projet de nouvelle politique à la Terre. Est-ce
qu'il y a des endroits sur la planète où tu penses que la posture existe, cette posture-là qui est nécessaire dans Une posture émergente, une nouvelle posture? Une nouvelle posture ou une posture ancienne? Est-ce que voilà, les tribus Posture ancienne, oui. amazoniennes, elles Oui. ont Moi, et je tous les suis peuples. certaine, voilà, parce qu'on ne séparait pas ça. Oui, bien sûr, la façon de faire société, de faire collectif, et la manière de faire monde, et la manière de faire compost, c'était un seul et même mouvement. Ça participait de ça, c'est un seul et même mouvement. Donc oui, dans les anthroposols historiques, ça c'est certain. Chez nous, on a perdu cette pratique, donc ce n'est pas le cas, mais encore une fois, dès qu'on s'y met, c'est le cas, automatiquement. Seulement, on ne voit pas encore ce que ça pourrait donner comme structure, on n'a pas encore l'aboutissement du processus historique, mais il est en route. Hein. Il est en route. Et ça, c'est justement le travail d'un anthropologue que de l'observer, et pas seulement de l'observer, mais aussi de co-créer ce processus avec la connaissance qu'on a de l'anthropologie du compost. Hein. D'accord. Tu dis le mouvement, il est en route sur le changement de Oui, comme l'exemple posture. que je viens de donner à la mairie de Paris, il y a clairement une négociation entre les liens entre les citoyens et ceux qui les administrent, les élus, sur la façon de faire un bon compost. Si les liens ne sont pas bien sur le plan politique, le compost, ça ne marche pas. C'est pourri. C'est assez intéressant. Donc, oui, je pense que ça se fait forcément parce qu'on ne peut pas séparer la matière du reste. On ne peut pas séparer la matière de la relation dans laquelle il s'insère. Un compost, c'est une association de matière, de bactéries, d'humains qui l'apportent, de toute une chaîne alimentaire qui aboutissent justement à des produits qu'on consomme, à des pelures donc, qui restent en déchets, etc. Compost, c'est une composition. Moi, je suis vraiment certaine avec ces anthroposols et le compost est une formidable façon de recomposer des mondes, vraiment au sens littéral. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour cette conférence. Vous racontez les histoires d'une manière, c'est incroyable. Merci. C'est fluide, c'était très très agréable à entendre. Merci beaucoup. Moi, je me demandais de quelle manière en fait ces anthroposols ont été créés dans des zones finalement où quand même c'était assez difficile de cultiver quelque chose. Et Oui. donc en fait, il y avait quand même c'est lié quand même une notion de nécessité pour survivre. Oui, tout à fait. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, la nécessité n'apparaît plus comme vitale parce qu'on est nourri. Enfin voilà, on trouve des Ça céréales. dépend où. Oui, ça dépend où. Oui. Voilà. Mhm. En Europe, Oui. où en fait, il y a quand même des greniers, effectivement. Après, il y a beaucoup d'intrants, il y a beaucoup voilà, tout ce qui rentre et tout ce qui détruit ces sols, mais Oui. nourrit. Et en fait, dans quelle mesure en fait cette nécessité a engendré ce travail immense Ouais. que représente l'anthroposol? Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas eu de déterminisme en disant, voilà, la nécessité, il faut le faire comme ça. Ça, c'est pas fait de manière aussi directe. Peut-être pour le Plague Neige, justement, où on a vraiment délibérément défriché, ça s'est fait, mais encore une fois, je pense avec l'application d'une connaissance plus ancienne. Pour le cas de l'Amazonie, on peut très bien vivre en tant que chasseur-cueilleur dans l'Amazonie. Il n'y a pas une nécessité de créer des sols fertiles pour faire des cités-jardins. Donc, il n'y a pas de nécessité là-dessus. On peut très bien vivre comme vivent les chasseurs-cueilleurs actuels, à condition qu'on les laisse tranquilles et qu'on ne brûle pas leur forêt, etc. Donc, ce n'est pas forcément la nécessité qui pousse à ça, mais il y a évidemment ces facteurs-là. Donc, c'est un interplay, comme on dit en anglais. Donc, c'est difficile de dire quelle est la force qui pousse le plus, etc. C'est un peu comme le compost, c'est-à-dire c'est toujours plusieurs forces qui travaillent ensemble. Mais les cités jardins amazoniennes, mais aussi mayens, montrent que c'est possible, mais pas. On peut très bien vivre autrement. Donc, ça, c'est une des choses. Mais il y avait autre chose dans votre question, je crois, c'était le. Rappelez-moi. Je crois que vous m'avez posé une deuxième question. Ah non, oui. Pour l'Allemagne du Nord, les sols sont très, très pauvres, évidemment. Donc, à partir du moment où il y a une pression démographique, et qu'on est à côté de sols pauvres, quand la pression elle est déjà là, il y a évidemment, je pense, plus un switch délibéré. Pour le cas de l'Amazonie, je pense que c'est le fait d'avoir travaillé ces sols-là qui fait qu'ensuite, on a pu avoir une poussée démographique.
Donc, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Et donc, du coup, le pacte social, en fait, parce que en fait, Ouais, pour travailler ces sols, en réalité, comme vous disiez, c'est un travail colossal, mais ouais, j'imagine que chez les Mayas aussi. oui, Donc, c'était un système féodal. Voilà, donc, enfin, en réalité, la question ne se posait pas trop, mais le pacte social, en fait, je pense que c'est dans tout ce que vous dites, ça a une part très importante. oui, C'est-à-dire que c'est à moitié philosophique, c'est aussi le rapport au sol, mais c'est aussi le rapport des hommes Entre eux. entre complètement, eux. complètement. Je pense justement, et ce qui m'intéresse dans ces sujets-là, c'est qu'on ne peut pas séparer les processus vitaux, hein. Comment est-ce que les plantes se reproduisent, comment est-ce que les animaux se reproduisent, comment est-ce qu'un sol se maintient en structure, en fertilité, et la façon que les humains ont de s'organiser. Les deux sont imbriqués, et ce qui est intéressant de savoir, c'est comment ils sont imbriqués. Parce que même chez nous, ils sont imbriqués, sauf que nous, ils sont imbriqués de telle façon qu'on sépare sans arrêt les animaux, les plantes des êtres humains, et on se met au centre. Mais c'est aussi une imbrication qui Mais prend à la fin la forme d'une non-imbrication. Mais pour pouvoir maintenir en place une vision du monde qui sépare la nature de la culture, qui sépare les plantes des animaux, qui disent que les plantes, ça vaut moins bien que les animaux, etc., c'est un travail. C'est aussi herculien quelque part, il faut le faire tout le temps. Et on le fait aussi au cours de pratique, ça ne se fait jamais tout seul. Quand vous avez dans une université des départements de sciences sociales d'un côté et de sciences naturelles de l'autre, ben, c'est un travail colossal qui coûte très cher pour séparer les deux. C'est aussi une imbrication qui a la forme d'une séparation, en fait. Mais c'est toujours imbriqué. C'est toujours imbriqué. Et donc, finalement, on a le choix, en connaissant ça, on a le choix justement de diriger un peu mieux peut-être sur la façon dont on veut que les choses s'imbriquent. On n'a pas le choix de se dire ça s'imbrique ou pas. Non, ça s'imbrique. Toute la question est c'est comment est-ce que ça s'imbrique, comment est-ce qu'on veut composer, quel monde est-ce qu'on veut composer, dans quel monde est-ce qu'on a envie de vivre, hein, et comment est-ce qu'on peut le composer, notamment par le compost. Voilà. Et là aussi, avec la Terra Preta, l'allemand de Palaterra qui pose son brevet, qui rêve du fait que Bolsonaro va faire un deal avec lui pour qu'il puisse inonder le Brésil avec du charbon de bois, c'est une façon de faire monde, hein. Faire comme la San Francisco, c'est une autre façon de faire. Mais dans les deux cas, on essaye de rendre un sol plus fertile. En fait, c'est une question de choix. Et mieux qu'on connaît ces processus, plus on peut faire un choix conscient de ces choses-là. Voilà. Et vous, la pression démographique actuelle, etc., ne remet pas du tout en question les possibilités qu'on a? Ah bah ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, mais je trouve que ces exemples de sols très, très fertiles dans des habitations très peuplées, c'est intéressant pour nous parce que c'est justement notre problème. Et la permaculture montre quand même qu'on peut produire énormément de nourriture sur une petite surface. Ce qu'on ne sait pas encore bien faire, c'est de produire beaucoup sur des petites surfaces au-delà des légumes et des fruits. Tout ce qui est de l'ordre des céréales, hein, donc vraiment ce qui donne l'énergie, les graisses et les protéines, donc qui demande quand même une production sur des terrains plus larges. Là, on est moins avancé, mais là aussi, les solutions existent. Je pense notamment à l'agriculture régénérative, telle qu'elle a été décrite, par exemple, dans un livre de Mark Chappell. Je crois que c'est traduit maintenant en français, qui imite en fait les écosystèmes pour remplacer les plantes sauvages qui poussent naturellement dans un endroit par des plantes domestiquées, sélectionnées, qui produisent plus, etc. Donc, on a toutes les solutions. C'est juste que nous n'avons pas encore. En fait, ce qui nous manque, c'est pas la connaissance, c'est pas les technologies. Ce qui nous manque, c'est justement le rapport entre nous et le rapport au vivant. C'est ça que je trouve qui est intéressant à changer et à explorer et justement à souligner, comme j'ai essayé de faire ce soir, c'est que ces choses-là s'imbriquent. C'est ça. Et que faire monde, c'est un tout. C'est aussi réfléchir en fait à l'humain. Et les anthroposols, pour moi, sont intéressants parce qu'ils changent un petit peu le discours. Au-delà de dire il faut qu'on change notre rapport à la nature, il faut aussi qu'on change notre rapport à l'être humain et surtout se redire qu'on est partie intégrante de la nature. Et à partir du moment où vous mettez l'humain dans la nature, on ne parle plus de nature. On parle de vivant, tout court. Et là, je crois qu'on n'est pas encore très avancé. Ça pourrait être un objectif pour l'association. Un peu ambitieux. Nécessaire. C'est nécessaire. Nécessaire. Absolument nécessaire. Et de toute façon,
je partage complètement ta pensée et cette philosophie, en fait, qu'il faut un renversement de croyances, effectivement, pour ne plus se penser hors sol, ne plus se penser au sommet d'une pyramide, ne plus penser à un rapport de domination, et donc arriver à accepter notre finitude, parce qu'effectivement tout ça c'est aussi effectivement un rapport à la mort et à ce qu'est la vie, et donc à partir du moment où on arrêtera de se prendre pour des demi-dieux, probablement que nous aurons commencé à accepter qu'il faut nous remettre à notre juste place dans cet écosystème. Et ça, écoute, peut-être qu'on peut se donner comme objectif de l'association, ce serait super. Je pense que le message qu'on entend moins et qu'on peut entendre avec les anthroposols fertiles, c'est que l'être humain est totalement capable de bonifier la nature. C'est-à-dire, c'est pas là où on passe, c'est la cata, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant aussi sur le plan de l'écologie historique, parce que maintenant, les anthropologues commencent à beaucoup travailler sur ces anthroposols, au-delà des anthroposols vraiment obvious, qui sont anthropogéniques de manière évidente. Quand vous prenez par exemple les prairies en Amérique du Nord, qu'on a complètement détruites avec le labourage qu'on a importé d'Europe, avec les mauvaises herbes qui allaient avec, etc., qui ont donc envahi la prairie. Ce sont en réalité des écosystèmes qui ont besoin du feu pour se régénérer. Donc les feux de prairie, comme les feux de brousse d'ailleurs en Afrique, sont vraiment partie intégrante de la santé de l'écosystème. Et on sait maintenant que les Amérindiens, comme les paysans africains, savaient très bien faire des feux de prairie ou des feux de brousse de manière dirigée. Ce que font aussi les paysans mayas dans la forêt. Quand on parle d'agriculture sur brûlis, ce n'est pas du tout l'idée qu'on brûle tout et puis quand c'est plus fertile, on s'en va. Ce n'est pas du tout la politique de la terre brûlée. Bien au contraire. On sait maintenant que les prairies, et notamment donc aussi ce sol très foncé, sont aussi le fruit de l'action humaine sur plusieurs millénaires. Et qu'une prairie qui est régulièrement brûlée à basse intensité de manière dirigée par des maîtres du feu attire plus de gibier parce que permet à l'herbe de se régénérer. Et ce que faisaient les Amérindiens qui étaient nomades, c'était aussi exactement la même chose que les paysans de ma frise natale ou les horticulteurs amazoniens ou les paysans africains. Ils ramènent le vivant vers soi. C'est ça qui est intéressant. C'est que nous, on est dans un mouvement, on habite et on pense que habiter, c'est artificialiser et on grignote l'extérieur. Là, c'était le contraire, c'est-à-dire on s'est concentré et on a ramené les autres vers nous. C'est le mouvement complètement inverse. Et là, du coup, on arrive à bonifier les choses. C'est ça qui est fabuleux. Donc, il faut aussi passer ce message positif. On n'est pas juste des horribles destructeurs de nature. Bien entendu, ça existe. On a des exemples, même depuis le paléolithique. Mais l'autre est aussi possible. Et ce n'est pas assez étudié, ce n'est pas assez dit. En fait, plus ça va, plus les anthropologues et les historiens et les archéologues voient l'être humain, l'Homo sapiens, depuis le paléolithique, le néolithique, comme des jardiniers de la nature, qu'ils soient chasseurs-cueilleurs pendant longtemps ou aussi comme agriculteurs par la suite. On jardine la nature vierge telle qu'on la connaît, sauvage, avec l'idée américaine de wilderness, c'est une idée occidentale qui existe quand on a détruit d'un côté pour retrouver le non détruit de l'autre. En fait, l'idée de protection, quelque part, de la nature et de destruction, ce sont les deux versants d'une même médaille. Et on n'a pas le choix de toute façon, parce que la Terre, maintenant, est tellement anthropisée, donc il vaut mieux quand même qu'on arrive à bonifier en étant ensemble. Voilà. Super. Et c'est drôle parce que je me suis rendu compte que finalement... probablement, comme disait tout à l'heure mon mari, tu as des atomes de calcium dans tes os qui viennent de tes ancêtres qui ont été enterrés sous le champ de patates de mon grand-père. Parce que j'ai mangé du seigle et j'ai mangé des pommes de terre dans un sol qui était bâti au-dessus de tombes quand même. Donc voilà. Mon petit paysage que je vous ai montré en début de conférence, c'est moi. C'est juste pas un endroit où j'ai joué dedans,
ou dessus, parce qu'on a toujours l'impression qu'un sol, c'est un substrat et on le pose dessus. Non, j'ai joué dedans et c'est moi. J'ai mangé ça, en fait. C'est moi. Ça aussi, c'est l'idée de dire que le sol, c'est pas quelque chose, une surface sur laquelle on met des choses. Je crois qu'il est vraiment grand temps que l'humain se remet dans l'humus. Voilà. Et bien donc, est-ce que vous avez encore des questions? Saskia, je crois que tu voulais aussi nous proposer qu'on fasse des expérimentations ensemble dans notre cuisine, faire un atelier culinaire par Zoom, parce que bon, pour l'instant, on n'est pas encore déconfiné, où justement, on pourrait arriver à recréer ces sols. Oui, parce que j'ai pas eu le temps, honnêtement, de faire ça, mais comme mon idée, c'est de diffuser ces connaissances aussi par le faire, hein, et pas juste dans des formats plus classiques de conférences ou d'écouter. C'est pour ça que j'ai créé Foresto Gardens. Foresto Gardens, ça propose des ateliers que j'ai pas pu faire cette année à cause du Covid. Et j'ai pas encore vraiment lancé l'idée de le faire en Zoom parce que justement, je crée des ateliers et cette façon de faire pour qu'on puisse toucher les choses, les manger, les sentir ensemble, etc. Ce qu'on peut pas faire avec un écran. Mais comme on ne sait pas combien de temps ça dure, je me suis imaginé au début, je n'ai pas réussi par manque de temps de le faire, mais j'avais envie de vous faire une recette qui montre un anthroposol dans une verrine, en fait. C'est-à-dire quelque chose que j'appelle géoscience, où j'aurais mis pour la partie jaune du podzol des pommes de terre, hein, toujours les pommes de terre, les Allemands, vous savez très bien comment on adore ça. Donc des pommes de terre. Au-dessus, je mettrai des betteraves fermentées avec un tartare de hareng fumé. C'est très très bon ensemble. L'acidité de la betterave et le géosmin, l'odeur de terre justement de la betterave avec le hareng qui vient de la côte évidemment, qui était la protéine principale des frisons. Avec le côté fumé, le côté gras, ça marche très bien ensemble. Et au-dessus, on fait un crumble de pain noir de seigle, évidemment. Et vous avez le Plageneige dans une verrine, parfaitement comestible. Et du coup, en préparant cette conférence, j'ai eu l'idée de faire de la géocuisine, où on pourrait reconstituer des profils de sol comestibles. Voilà. Si ça vous dit, un jour, vous m'écrivez un mail, et si on est assez nombreux, on peut faire ça. Avec plaisir. Avec grand Toute plaisir. expérimentation. C'est sympa. Parce que justement, le sol, c'est drôle, avec toutes ces petites couches-là, ça marche très bien en cuisine. Ça. Et donc, l'idée, c'est évidemment de mettre ce qui est cultivé sur ce sol dans la recette. Hein. C'est pas juste de se dire, tiens, ça ressemble à ça. Là, je mets du crumble de seigle parce que c'était un champ de seigle. Je mets de la betterave et du hareng parce qu'on est dans un biotope marin avec aussi la production de betterave hein, sur ces champs-là. Et la pomme de terre, évidemment. Donc, vous avez tout dedans déjà. Et ça fonctionne très bien. C'est quelque chose que je constate sans arrêt avec mes ateliers, c'est que j'essaye de faire des recettes qui s'inspirent des écosystèmes cultivés, et ça fonctionne toujours très bien ensemble au niveau goût. Et c'est complet. Là, on a un plat complet. Hein. Donc voilà. Je le ferai dans les prochains jours et je vais le poster sur mon site web. Franchement, si tu veux faire quelque chose, je pense qu'on a beaucoup de partants. Oui. Donc, c'est quand tu veux. Voilà, on pourra faire un sol amazonien avec les choses amazoniennes. Hein, je partage là aussi, je pense qu'on est plusieurs à partager le fait que finalement, dans le faire, dans le fait de toucher la matière, on se réapproprie aussi des savoirs, des connaissances, et que ça participe de notre repositionnement, de notre culture. J'appelle ça manger l'exposé. C'est beaucoup plus drôle que de regarder juste un PowerPoint. Voilà. Ben, écoute, si ça vous dit, voilà, vous envoyez un mail à Mathilde ou à moi directement et on peut organiser ça comme prolongation de cette conférence. Bon, et ben, écoutez, la même chose, mais en comestible. Quoi. Voilà. On le fera plus tôt, on fera l'apéro. En présentiel, comme on dit maintenant, ça peut être encore plus drôle. Bon, super. Chacun fait le sol de sa région natale. Hein. Ça peut être aussi un petit challenge. C'est-à-dire, je donne des instructions sur la démarche et vous réfléchissez de votre côté sur l'endroit d'où vous venez ou l'endroit qui vous plaît, où vous habitez maintenant. Vous faites un peu de recherche sur la façon, enfin, qu'est-ce que c'est comme sol, hein, qu'est-ce qu'on y a cultivé et on fait des recettes. Ça sera un atelier de sciences participatives comestibles. Voilà.
Il y en a qui sont plus privilégiés que d'autres, je pense. Ouais, c'est Sur- Ça dépend. Ça dépend. C'est super. Ça dépend. Super. Bon, Saskia, Voilà. je crois qu'il me reste à te remercier infiniment pour cette conférence. J'aimerais qu'on puisse en faire d'autres ensemble. Avec plaisir. Voilà, donc si vous avez des sujets, des choses que vous avez envie de creuser, je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses sur les forêts-jardins ou les jardins sauvages. Je me rappelle de l'exposé que tu m'avais fait la première fois qui était absolument divin. Sur les jardins mayas. En fait, on a fait quelque chose de drôle. Vous savez que c'est Thanksgiving aujourd'hui, aux États-Unis notamment, qui est quand même une fête qui est partie avec des colons qui ont été accueillis quand même par des Amérindiens. C'est très édulcoré comme façon de dire, mais qui les ont aidés à cultiver ce qu'ils cultivaient, notamment le maïs, les courges et les haricots, dans le fameux système des 3 sœurs, qui est très synergétique, etc. Et il se trouve que mon fils, aujourd'hui, il avait un atelier d'anglais dans l'autre collège dont je m'occupe aussi. Et hier, nous avons cuisiné ensemble justement les haricots, les courges et le maïs dans un plat amérindien qu'on appelle le sous-cottage. Et ça aussi, c'est une façon de cuisiner un biotope, en fait, donc de le mettre ensemble. Et il avait ça dans sa lunchbox aujourd'hui. Voilà. Bon, écoute, je crois on attend que tu nous proposes une date pour tout ça. Et de notre côté, à Anne-Charlotte et moi, et puis à tous les membres de ce bureau qui est en train de se composer, on voulait vous partager les 2 prochaines dates des conférences. Donc, nous parlons de compost et donc de déchets. Nous profiterons de l'approche de Noël et de la grande gabegie, quelle qu'elle soit, d'orgies, de sapins qu'on tue partout, de déchets de papier cadeau, etc. Et d'orgies un peu alimentaires pour parler de déchets. Ça se passe le mercredi, pour une fois c'est un mercredi 16 décembre, 21h, toujours sur Zoom. Donc ça, vous pouvez retrouver les différents liens, soit sur Eventbrite, LinkedIn, etc. Et puis, début janvier, on attaque l'année, toujours dans ce sujet sur l'artificialisation des sols, avec une architecte marseillaise, Corinne Vezzoni, qui va venir nous parler de la question justement de la constructibilité des sols, et puis de comment en fait l'architecture, donc Corentin, je pense qu'il y aura des choses intéressantes pour toi, ou que tu pourras toi aussi nous partager, des choses sur comment en fait on utilise aussi les écosystèmes et l'environnement dans lequel s'inscrit un bâtiment, et qu'on essaye de travailler écologie, économie, usage, et de repenser nos déplacements et tous les usages des bâtiments par rapport aux défis de demain et par rapport au sol et à la nature environnante. Donc ça, Saskia, peut-être que ça t'intéressera aussi. C'est le 7 janvier à 20h30, un peu plus tôt que d'habitude. Si ça vous intéresse, laissez-nous vos coordonnées, votre email, et puis suivez-nous sur les réseaux parce que ça n'est que le début de cette association. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre écoute, vos questions. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. C'était passionnant. Au revoir.